C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus dans votre magazine Info 7, madame, messieurs. Bonsoir, bonjour, bienvenue à tous. L'actualité de la semaine sera décortiquée sur ce plateau de Congo Web Télévision avec un cadre de l'ECD, membre de la coalition Lamuka, Maître Laurent Ochumbe, qui est déjà là. Bonsoir. Bonsoir madame, un bon week-end à vous. Merci pareillement. Maître Laurent, comment allez-vous? Bon, sur le plan physique, la santé est bonne parce que Dieu nous garde. Et notre parti politique également, ICD, est en bonne santé politique parce que nous représentons toujours l'aspiration de ces milliers de Congolais qui croient toujours au combat et à la vision de notre président Martin Fayulu. Et comment se porte la coalition Lamuka? La coalition, elle est en bonne forme, comme toujours, depuis que nous avions commencé. Dans chaque organisation politique, il ne manque pas de petits problèmes, mais en tout cas, sur le plan politique, la MOCA se porte en merveille, contrairement à ce que j'attends parfois dans les réseaux sociaux. Malgré le départ de Mouzito? Non, madame, vous êtes connue pour vos qualités d'investigation. Je ne crois pas que vous allez emprunter ce langage de la rue parce que je n'ai jamais suivi un communiqué, je n'ai jamais suivi une déclaration politique faisant état du départ d'Adolphe Mouzito. À tout état de cause, vous savez très bien que la MOCA, c'est le peuple congolais organisé politiquement. Et donc, nous avions commencé ce combat à Genève avec Félix Tshisekedi, il y avait Moïse Katumbi, il y avait Moussa Niamouissi, et il y avait Kamere et consorts. Alors, beaucoup de gens pensaient qu'avec le départ de beaucoup de ces personnalités, la MOCA va disparaître. Et aujourd'hui, je vous informe que la majorité de ses cofondateurs sont partis et la MOCA reste et restera toujours tant que les objectifs pour lesquels il s'est assigné lors de sa création demeurent d'actualité et demeurent dans les cœurs des Congolais. Parce que vous savez... L'objectif de la MOCA, c'était conquérir le pouvoir, non, avec les élections de 2018. Est-ce que jusqu'à ce jour, la MOCA a encore raison d'exister? Dans son format actuel, la MOCA poursuit 4 objectifs principaux, madame. Le premier objectif principal, c'est promouvoir l'alternance démocratique. Et l'alternance démocratique, ça veut dire qu'on respecte les aspirations du peuple congolais qui doit, conformément à l'article 5 de notre Constitution, s'exprimer par voie référendaire ou par voie électorale. Deuxième objectif, c'est de promouvoir à ce qu'il y ait respect de notre Constitution. Vous voyez aujourd'hui ce que M. Tshisekedi est en train de faire. Dernièrement, vous avez vu comment il a interrompu le mandat de juge à la Cour constitutionnelle. Il a interrompu? Mais bien sûr, vous avez suivi. D'ailleurs, c'est ce qui était à la base de la dissociation entre le FCC et CACH. Parce que les juges de la Cour constitutionnelle ont un mandat de 9 ans. Et ils ne peuvent partir que par décès ou par tirage au sort. Mais nous sommes réveillés un matin. Vous avez vu que M. Félix a pris une ordonnance dans laquelle il prend demande de la Cour constitutionnelle pour le nommer au Conseil d'État, ce qui n'est pas constitutionnellement admissible. Et la coalition Lamuka, avec le peuple congolais, lutte notamment pour le respect de notre Constitution, parce que c'est le pacte républicain. C'est le document pour lequel tous les Congolais se sont prononcés et qui doit viser et gouverner la vie institutionnelle. Selon vous, jusqu'à ce jour, Adolphe Mouzito n'est pas encore parti de la coalition Lamuka. Mais lors d'un point de presse, nous avons vu Martin Fayulu, qui est le président de l'ECD, parler d'un bololé. Là, il s'adressait à qui? Voilà, cette soirée, madame, parce que j'étais personnellement au siège, le président était en train de parler de la nécessité pour les Congolais d'être unis face à la menace de balkanisation de notre pays qui a sérieusement avancé. Et il a dit qu'on ne peut combattre cette menace que tout en état uni. Et tous les Congolais, peu importe les bords politiques que nous nous trouvons, nous devons être ensemble parce que vous voyez la guerre qui se passe en Ukraine. Si l'Ukraine résiste jusqu'à présent, donc le Bololé là, il parlait du peuple congolais. Ceux qui ne veulent pas s'associer pour combattre l'insécurité à l'est du pays. Parce que pour nous, la guerre sera gagnée par les Congolais et pour les Congolais, pas par les étrangers. Et il a demandé à ce que tous les bords politiques soyons unis et ceux qui vont se désunir. Et comment est-ce que vous expliquez ce rapprochement Matata Pogno avec Martin Fayulu sans Adolphe Mouzito, alors que jadis toutes les rencontres avec d'autres personnalités, Adolphe Mouzito était toujours présent? Madame, vous savez très bien que le président élu Martin Fayulu, d'abord, il est chef d'un parti politique ECD. Ça, il faut le reconnaître. Deuxièmement, Martin Fayulu, c'est le président qui a été élu par le peuple congolais. Et il a reçu une demande d'audience
de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Je crois qu'un homme d'État, il ne devrait qu'accepter cette invitation. Mais hier, c'était toujours avec Adolfo Muzito, alors, mais là, il était le plus grand absent. Mais là, si Matata Ponyo voulait rencontrer la Mouka, c'est normal parce qu'aujourd'hui, les coordonnateurs en exercice de la Mouka, c'est Adolphe Muzito. Et si M. Matata, qui a demandé l'audience au prince du président élu Martin Fayulu, il ne devait que recevoir seul. Je ne vois pas pourquoi une demande d'audience qui lui a été adressée personnellement, il doit nécessiter la présence de Muzito pour qu'il écoute son hôte de marque qui était en train d'être reçu ce jour-là à Faden House. Donc ça ne peut pas poser un problème parce que chaque jour, à tout moment, Martin Fayulu reçoit qui il veut à sa demande ou à la demande de l'invité. Et ce n'est que normal qu'il reçoive pour passer en revue les questions pour lesquelles il est venu à sa rencontre. Maître Laurent Ochoumbi, je pense que vous êtes là et vous allez nous dire la vérité. Aujourd'hui, les voix s'élèvent un peu de partout pour dire que ça ne va pas entre Adolphe Muzito et Martin Fayulu. Dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe entre les deux leaders de la coalition Lamuka? Madame, je suis la bouche autorisée. Oui, la bouche autorisée, allez-y et dites-nous la vérité. Je suis membre du bureau politique. N'apportez pas un discours politique. De l'ICD. Je vous dis la vérité, il n'y a aucun problème particulier entre les deux personnalités, à savoir l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito et Martin Fayulu. Ce qui est évident, et nous devons le reconnaître, que dans un combat politique, chacun peut mettre un point de vue quelconque. Mais il ne faut pas, lorsqu'il y a un point de vue dissonant sur la vision de l'État, que vous allez parler de la dislocation. Nous sommes aussi informés qu'il y a des laboratoires politiques qui travaillent matin, midi, soir pour faire semblant d'une dissonance entre les deux personnalités. Ce qui importe, c'est l'intérêt général. Ce qui importe, c'est le Congo. Ce n'est pas Martin Fayulu, ce n'est pas Adolphe Muzito. C'est le combat qu'il mène. C'est l'incarnation de ces valeurs de milliers de Congolais qui croient à ce que notre pays soit un état de droit. Pas ce que nous voyons aujourd'hui, où nous combattons la corruption, on arrête les gens, le soir on apprend que Félix les a graciés. C'est le combat que nous menons, ceux qui dilapident les fonds publics, ceux qui détournent, ceux qui pillent les caisses de l'État. Nous voulons qu'on soit véritablement dans un état là, de droit. Là, vous dénoncez ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de dire, mais vous vous rappelez quand même que Martin Fayulu avait aussi haussé le ton face à l'attitude de celui qu'il a rencontré, Matata Ponyo. Il avait quand même dit plusieurs mots. Là, vous le reconnaissez, non? Madame, vous savez, là aussi... Et aujourd'hui, c'est un homme intègre. Là aussi, il faut faire la part des choses. Martin Fayulu, je ne l'ai jamais entendu, même après l'audience, dire que Matata est voleur ou que Matata est innocent. Non. Ce travail-là est un travail réservé à la justice. Mais nous faisons parfois les relais des travaux que vous faites, vous journalistes, lorsqu'il y a des investigations faisant état, par exemple, d'un détournement dans le programme de 100 jours, dans le programme Tchilégelo. Mais dans la sortie médiatique de Martin Fayulu, Matata Ponyo n'était pas intègre, non? Mais il a relayé... Ça circule dans les réseaux sociaux. Il a relayé les différents rapports. Et aujourd'hui, quand il les rencontre, non, il est intègre. Il n'a pas dit qu'il est intègre. Mais je dis ceci, le travail que fait notamment la presse, et la presse nous dit qu'on a détourné l'argent face à un tel programme. Nous demandons à la justice de faire son travail. Seule la justice peut nous dire si tel est un criminel ou il ne l'est pas. C'est pour cette raison que nous faisons confiance à la justice. Moi, personnellement, lorsque la Cour constitutionnelle a dit que Matata n'est pas poursuivable, nous avions pris acte. Parce que l'état de droit, c'est aussi croire à des décisions judiciaires qui sont rendues par des autorités compétentes à la suite d'une procédure judiciaire normale. Et que donc, aujourd'hui, Martin Fayulu n'est pas une blanchisserie. Mais il peut raconter qui il veut. Et ce n'est pas lui qui doit juger les citoyens. Du FCC, Martin Fayulu n'est pas aux côtés du FCC. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le bloc? C'est aussi galvauder l'histoire politique de notre pays. Et le bloc là... les laïcs protestants et les laïcs catholiques nous ont invités. Parce que vous savez que l'article 64... Mais vous étiez conscient que les FCC étaient là-bas, non? Madame, mais est-ce que pour défendre la violation de la Constitution, ceux qui violent la Constitution, si nous voulons défendre l'intégrité de notre territoire, nous avons besoin d'être FCC ou de l'ICD? Non. Ah, vous défendez à côté de ceux que vous avez combattus? L'article 64 de la Constitution parle de tout Congolais. Et dès alors que les gens du FCC, qui s'avèrent être des Congolais, veulent être ensemble avec les catholiques et les protestants pour dénoncer, empêcher la violation de la Constitution par M. Tshisekedi Tshilombo, ce n'est que de bonnes lois. Je ne vois pas pourquoi nous allons demander aux gens du FCC, comme si la Constitution dit que pour défendre l'intégralité de notre Constitution, il faut être décidé. Tout Congolais a ce devoir-là, vous et moi, de défendre notre Constitution qui est le socle commun.
Et par rapport à ça, on ne peut pas reprocher à Martin Fayulu, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas un parti politique qui a été cité seul comme défenseur de notre constitution, qui est le projet de Même société. Lorsque vous avez combattu ces personnes-là, donc vous êtes à mesure de manger avec eux autour d'une même table. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes connu pour vos qualités d'investigation. Martin Fayulu a dit ceci. À la suite du hold-up électoral qui a eu lieu dans notre pays, lui personnellement en tant que citoyen, et en tant que chrétien, il a des valeurs suprêmes. Le pardon et l'amour. Il a pardonné le FCC. Il a pardonné tous ceux qui ont participé au hold-up électoral, parce que lui, ce n'est pas sa personnalité. Donc il a pardonné aussi Matata Pogno. Il a accordé son pardon à tout le monde. Donc pour toutes ces personnes... personnes... Je vous rappelle que Martin Fayulu est un chrétien, croyant et pratiquant. Il a pardonné à tout le monde. Il veut tout simplement qu'on jette les bonnes bases, parce que notre pays a besoin de son décollage. Maître Laurent, expliquez-nous bien. Martin Fayulu a pardonné tout le monde, même ceux qui ont assassiné les activistes de droits de l'homme. Tout ce qu'il a dénoncé hier, Martin Fayulu a pardonné. Et il peut désormais faire marche ensemble avec ces personnes. Alors là, il faut apporter une clarification. Allez-y, parce que vous parlez du pardon. Il a pardonné tout le monde. Martin Fayulu n'est pas le pouvoir judiciaire. À titre individuel, ceux qui ont voulu du mal à lui, ceux qui ont tenté de les tuer. Vous avez vu les images, comment Martin Fayulu était assanglanté lors d'une marche pacifique. Il a pardonné tout le monde. Néanmoins, la justice doit faire son travail. Ce n'est pas parce que Martin Fayulu a pardonné ceux qui lui ont voulu du mal que le pouvoir judiciaire ne peut pas faire son travail. S'il y a quelqu'un qui a assassiné les gens, s'il y a quelqu'un qui a détourné le public, c'est à la justice. Et il a toujours fait appel à un État véritablement de droit. Et ça, c'est une interpellation au pouvoir judiciaire de faire son travail. Ce n'est pas Martin Fayulu qui doit donner des cartes blanches aux gens que toi, tu ne peux pas faire la prison ou toi, tu fais la prison. Non, c'est la séparation du pouvoir. Lui, il a été élu par le peuple. C'est l'amour. Quand il va gérer le pays, ou aussi on lui a laissé gérer le pays en tant que président, c'est d'accord que c'est pardon qui se rapprochait aujourd'hui de Matata Pogno. Non, mais Matata Pogno vient de créer son parti politique et il s'est aligné dans l'opposition. Et vous savez qu'aujourd'hui, Martin Fayulu pilote la résistance après qu'on l'ait empêché d'exercer son mandat présidentiel. Et ce n'est que normal, quelqu'un qui s'est aligné à l'opposition, qui vient voir aujourd'hui celui qui incarne toutes les aspirations du peuple, et ce n'est que normal qu'il ait reçu et discuté avec lui. Ils n'ont pas fait jusqu'à présent une alliance, sinon vous serez au courant de l'existence d'une formation, plateforme politique, et quoi que ce soit, ils sont parlé. Et Matata lui-même l'a dit qu'il est venu tout simplement d'abord présenter ses civilités à Martin Fayulu et passer un peu en revue la situation politique de l'air. Comme certains observateurs, j'ose croire que vous avez vu cette photo. Le président du MLC, Adolphe Mosito. Quelle a été votre analyse lorsque cette photo vous est parvenue? D'abord, cette photo, les analystes disent que c'est une photo qui date de longtemps, avant les élections. Ça, c'est de un. De deux, même si c'est une photo récente, le problème du Congo, ce ne sont pas des individus. Il faut voir la nation dans sa globalité. Est-ce que Mosito est l'ennemi de Jean-Pierre Bemba? Est-ce que Félix Tshisekedi est l'ennemi de Fayulu? Non, ils ne sont pas ennemis à titre individuel. Ils veulent le bonheur du pays, notamment mon président Martin Fayulu. Ils veulent le bonheur du pays. Il n'a pas un problème particulier entre individus, même avec Félix, qu'il appelle son frère, jusqu'au moment où nous parlons. Merci beaucoup. La divergence, c'est sur le fait que Félix a opté pour l'axe de mal. L'axe de mal. Qu'est-ce que vous appelez mal? Mais nous nous sommes jurés lorsque la MOUCA a été créée, et en se fondant notamment sur le préambule de notre constitution, que ce qui a toujours ramené notre pays vers le bas, ce qu'il a toujours nivellé vers le bas, c'est l'absence de la légitimité des autorités qui doivent gouverner les institutions. Et voilà pourquoi nous sommes dit que désormais, il faut qu'il y ait une alternance démocratique. Les élections ont eu lieu, la population s'est prononcée, Martin Fayulu a été élu, mais quelle a été notre plus grande surprise? A été élu il est parti faire un deal avec Joseph Kabila, et le pays est en train de partager aujourd'hui au plus grand déshonneur du peuple. Si Martin Fayulu a décidé de pardonner, c'est qu'ils l'ont fait du mal. Tshisekedi également a décidé de pardonner. Tshisekedi va pardonner qui? Tshisekedi va pardonner qui a fait du mal à Tshisekedi pour qu'il pardonne. Si Martin Fayulu en a fait du mal. Mais les résultats des élections, vous avez suivi les catholiques, vous aviez suivi bien évidemment tous les observateurs sérieux. Ils ont non seulement... Les observateurs sérieux également ont salué l'élection. Quel observateur? Moi, je n'ai suivi aucune mission d'observation électorale
qui a accepté cette vérité? Personne. Est-ce que vous pensez que ces discours tiennent encore à ces jours dès lors que les gens parlent déjà des prochaines élections? Madame, la fraude électorale n'a pas de prescription. L'histoire tout entière retiendra que les élections ont eu lieu en 2018 et qu'on a ravi injustement la victoire à Martin Fayulu, et ça restera comme tel toute la vie. Et Félix Tshisekedi, avec tous ceux qui le suivent, vont porter cet opprobre également jusqu'à la fin de leur vie. Et même à titre posthume, merci beaucoup, madame, messieurs. Vous le savez très bien que le 17 mai était une journée chômée payée en République démocratique du Congo. Nous allons en parler dans ce magazine. Nous reviendrons également sur l'état de siège qui a été décrété dans une partie de l'Est de la RDC par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. 2 ans, bato baza na minda te, mais 2 ans biloko yango yo, panaza niveau ya Sakombi, place oyo na ye ko découvrir, après bien sûr passage à Mokonzi Mboka na Kanluka, na ye ko découvrir ba câble oyo, bozali komona oyo nyonso, ba câble oyo na mituka wana, eza ya projet oyo ezalaki ya ko électrifier Kanluka. Ba câble oyo esali 2 ans, na mituka, na ba lumière, biloko nyonso esali 2 ans, biloko oyo ezali ya ko servir 30 000 ménages, s'il vous plaît. 2 ans, bato baza na minda te, mais 2 ans biloko yango yo, eza na kati ya kobeba. Biloko bozo mona oyo ezui ba millions de dollars, oyo toza na kati ya kobebisa. Et comme neti ba maison préfabriquée. Bino bato bolobaka fachi beton alingi peuple na été. Tala ndenga zocha ba mongo, mais ba ennemi na e bazo linga que peuple azwa mwinda te. Je pense que zali dossier to fongoli to komeka kolandela yango pour que bao bazali impliqué bazala sanctionner. Parce qu'il faudrait qu'on ne peut jamais laisser le peuple à souffrir pour quelques têtes seulement. Donc, il y a un dossier très très sérieux. L'ambiance était conviviale dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et une forte délégation des sénateurs, toutes tendances confondues. La situation sécuritaire dans l'est du pays, principalement au nord Kivu et à Ituri, les 2 provinces en état de siège, était évoquée au cours des échanges. Le chef de l'État a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Il se met aussi à l'écoute des élus du peuple, eux qui sont proches de la population. Ma détermination reste sans faille, quelle que soit la direction que prendra les événements. Donc, c'est-à-dire on maintient l'état de siège ou on le transforme en autre chose, peu importe, je suis à votre écoute. Comme je l'ai été d'ailleurs au moment où nous avons pris la décision d'instaurer cet état de siège. Et je l'ai promis, je vais, dans les jours qui viennent, réunir un parterre de représentants du peuple d'Ituri au Sénat, à l'Assemblée nationale et même au gouvernement, ensemble avec les officiers supérieurs de l'armée ainsi que d'autres autorités pour voir ensemble ce que nous pouvons donner comme suite à cet état de siège. Car chaque jour qui passe et qui compte son lot de morts, d'innocents, qu'on tue comme ça par une violence gratuite, c'est pour moi un jour de torture à chaque fois. Il faut qu'ensemble on puisse mettre fin, mais définitivement, à cette violence inutile et gratuitement violente. Au chapitre du développement de la RDC à partir de la base, le président de la République a indiqué que le programme de 145 territoires sera bientôt implanté et connaîtra sa vitesse de croisière. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le programme des 145 territoires.
Et là, pour dire que dans les jours qui viennent, il va vraiment connaître, il va atteindre sa vitesse de croisière. Je crois qu'on pourra maintenant l'implémenter parce qu'il fallait mettre en place toutes les structures nécessaires, surtout de financement. Je compte sur vous, représentants du peuple, pour l'accompagnement d'abord de ce programme. Par accompagnement, j'entends sa matérialisation. Il faudrait que, ensemble avec les élus locaux, vous puissiez veiller à ce que tout se passe sans encombre, qu'on n'ait pas de dégâts du genre détournement de fonds ou ralentissement des travaux, parce que je souhaiterais vraiment que l'impulsion soit donnée jusqu'au plus profond de nos entités territoriales. Cette rencontre intervenant à la veille de la plénière du Sénat, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les sénateurs à voter la loi sur l'état des sièges en attendant la prochaine table ronde annoncée par le président de la République. Conscients de l'enjeu, les sénateurs sont engagés à accompagner le président de la République dans la recherche des solutions susceptibles de mettre un terme à l'insécurité dans l'est du territoire national. La cérémonie s'est terminée par une séance de photos, tour à tour, les sénateurs avec le président de la République. Maître Laurent, votre réaction à chaud face à cette découverte des câbles, alors que la population demeure dans le noir depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi? Madame Noëlla, je veux dire ceci en termes de principe. S'il s'avère que les déclarations du député que je viens de suivre sont vérifiables et vraies, Kalonji, c'est que ça confirme ce que nous avions toujours dit. Et qu'est-ce que vous avez toujours dit? Le pouvoir en place tâtonne et ne sait pas ce qu'on appelle gérer. Il est là, il n'a aucune vision de la République. Vous ne pouvez pas, en tant que responsable politique, c'est vrai, la SNEL, c'est une entreprise dont l'État est le seul actionnaire aujourd'hui, il faut qu'il y ait du suivi. Parce que ce n'est pas la population qui doit aller exhumer ces matériels pour l'utiliser. C'est les responsables d'État qui doivent faire le travail pour le peuple. Et si ça fait 2 ans qu'on entrepose ces marchandises dans une parcelle privée, mais c'est grave. Ça démontre, et la population est prise en témoin pour qu'elle comprenne que les gens qui gèrent notre pays aujourd'hui n'ont aucune vision. Mais si j'ai parlé en termes d'hypothèse... Est-ce que vous pensez que c'est vraiment facile de gérer les pays dans une coalition? Quand on a une vision, parce que ne voyez pas la coalition, voyez les chapeaux, parce que la troupe n'a jamais eu tort, c'est les chefs. Il n'y a que des mauvais chefs. Il n'y a pas de mauvaises troupes, parce que le chef a l'avantage de mener les troupes, de l'orienter pour des résultats appropriés. Mais aujourd'hui, nous voyons que le pouvoir en place aime responsabiliser les entités. Le problème n'est pas chez le gouverneur, le problème ne peut pas être chez les ministres. Est-ce que vous pensez que le président de la République peut être partout au même moment? Il ne peut pas être partout, mais il peut mettre des politiques publiques capables que les entités se gèrent de façon orthodoxe. Si les gens qui font du mal à la République sont arrêtés aujourd'hui et libérés demain, quelle est la peur qu'ils auront dans les cœurs de faire mal aux citoyens congolais? Vous avez tantôt parlé de la justice, non? Mais la justice doit avoir une impulsion. La justice est libre. C'est pourquoi quand nous parlons avec nos amis magistrats, ils se disent aujourd'hui parfois fatigués. Parce qu'ils font leur travail, ils condamnent quelqu'un à autant de servitude pénale, autant d'années de servitude pénale. On les condamne à verser à l'État le fruit de cette fraude, du détournement ou de la corruption. Mais vous allez entendre un mois après, on vous dit qu'il y a la grâce présidentielle. Mais pourquoi non, il y a des infractions, on ne peut pas grâcer les gens, madame. Lorsque les gens saignent nos caisses à chaque jour, chaque midi, chaque soir, alors que la population qui est destinataire et bénéficiaire de toutes ces richesses, croupie dans la misère la plus indescriptible, ça fait mal au cœur qu'on voit ces gens qui ont détourné être libérés sans aucune forme de procès. Les magistrats font leur part. Depuis un moment donné, il faut jeter quelques fleurs aux juges qui condamnent sérieusement et systématiquement les détourneurs. Vous êtes en train de dire qu'il faut jeter des fleurs aux juges. Le président de la République, lors de son discours, l'adresse à la nation, il avait quand même fait savoir
qui n'étaient pas d'accord avec la justice, qui est beaucoup resté encore à faire, non? Mais je vais revenir sur ça, parce que l'image que nous venons de suivre, j'ai suivi un bémol par votre collègue Mutombo, qui a malheureusement fait aussi une contre-enquête pour démontrer qu'il semblerait que les câbles dont il est question appartenaient à une privée. Si c'est ça le cas, c'est un bien privé, donc je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Mais si la version du député est vérifiable, mon point de vue reste de mise. Mais qui gouverne l'État finalement, madame? Le pouvoir judiciaire fait son travail. Je vous dis, moi je suis avocat depuis plusieurs années. Nos magistrats travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. J'ai eu l'occasion de visiter beaucoup de pays du monde. Vous voyez, le pouvoir judiciaire a des dotations, a des frais de fonctionnement. Mais ici, chez nous, vous allez au parquet, le magistrat vous dit qu'il faut me donner l'argent pour acheter un mandat. Mais depuis quand un magistrat va acheter un mandat? Il vient à peine d'arriver, non? Vous pensez qu'avec son avènement, tout devait changer par un bâton magique? Voilà pourquoi on ne devient pas président par hasard. On doit préparer, on doit avoir une vision, on va avoir un programme, et même le premier jour qu'on arrive, on pose les actes. Maintenant, après 3 ans de gestion, on ne peut plus pleurnicher, parce qu'on est censé, au premier jour de son investiture, commencer à mettre en place ce qu'on a pensé, ce qu'on a vendu comme projet de société à la population. On l'a vu pendant la campagne électorale, il a promis des mondes de merveilles, il a promis le Congo sera l'Allemagne de l'Afrique. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Mais c'est le mandat. Quand on fait la campagne électorale, c'est pour combien d'années? Tshisekedi pouvait redresser ce pays. Quand on fait la campagne électorale, c'est pour être président pendant combien d'années, madame? Mais ce n'est pas 5 ans. C'est-à-dire le projet qu'on présente à la population, c'est pour les 5 ans qu'on est au pouvoir. Et au bout de 3 ans, nous devons avoir des signaux forts sur l'exécution à plus de 50% de votre mission. Parce que quand on fait la campagne, ce n'est pas une campagne pour être président pendant 10 ans, 15 ans. Le pays était dans quel état lorsque Tshisekedi est arrivé au pays? Mais le pays était relativement stable par rapport à l'arrivée de M. Kabila au pouvoir. Parce que vous savez que à l'arrivée de M. Kabila, le pays presque n'existait plus. Hein? Le pays était totalement divisé à plusieurs partitions et géré par quelques responsables que vous connaissez très bien. On a fait quand même un effort, bien que la dictature avait connu son plus haut sommet à un moment donné, parce qu'on a tué les gens qui voulaient manifester librement, parce qu'on ne respectait pas les résultats des urnes à l'époque. Mais en termes de stabilité nationale, à part quelques poches de résistance au nord et à l'Ituri, nord Kivu et l'Ituri, le pays était relativement stable. Toutes les institutions fonctionnaient. Donc Félix avait le chemin libre, même avec son pouvoir de fait, s'il avait une vision pour le Congo. Aujourd'hui, on pouvait dire que le taux de desserte en électricité, Kabila l'a laissé à 12%, qu'on évalue, qu'on nous dise qu'on est à combien de pourcentage. Or, tous les pourcentages, toutes les indications démontrent qu'on a nivelé vers le bas. Donc si l'électricité était à 10%, aujourd'hui on est à 6%. Parce qu'on n'a aucune vision, on ne sait pas ce qu'on fait. Tout est fait dans la Vous avez tantôt dit que vous êtes dans l'opposition, pas pour combattre, mais pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, vous êtes élu, comme vous continuez toujours à dire, vous êtes avec les présidents élus, mais c'est Félix Tshisekedi qui est président reconnu. Quelle est votre contribution aussi pour que ce développement que vous poursuivez soit réel? Voilà, la première des contributions, madame, pour qu'on ait le développement au rendez-vous dans notre pays, c'est le respect des textes légaux qui régissent la République. Nous avons connu, madame, 3 cycles électoraux, 2006, 2011, 2018. Quelle est la suite après la proclamation des résultats? En 2006, vous avez vu toute une guerre ici en ville. C'est parce qu'on n'a pas respecté la volonté du peuple. Il y a des gens qui sont morts. Il y a même un grand frère, Igo Tanzam, qui a perdu la vie à ses altercations et paix à son âme. En 2011, jusqu'à sa mort, Etienne Tshisekedi se réclame président élu. Pourquoi? Parce que le processus n'était pas transparent. En 2018, n'en parlons même pas. Voilà pourquoi notre contribution, le président Martin Fayulu, ensemble avec l'ancien Premier ministre, bon, ça c'est vous qui le dites, mais je constate que Martin Fayulu a été élu. Mais vous l'avez aussi élu comme Tshisekedi était, non? Non, mais c'est le peuple qui l'a élu, qui l'a porté à la tête du pays. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé par la suite. Mais qu'est-ce que je voudrais lui par là? L'élection. Votre contribution. Mais voilà pourquoi nous avions produit des projets de loi, notamment sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Ici à CEPAS, on a produit le projet de loi électoral qui est en discussion, dont on veut braquer au niveau de l'Assemblée nationale, alors que nous avions proposé un projet qui va amener la paix, parce que les élections seront traçables. S'il n'y a pas contestation des résultats des élections à la fin
à la proclamation, des projets ça amène qui la sont paix. favorables à l'ECD, Lamuka? Non, qui sont favorables au peuple congolais. Parce que, madame, seuls les dirigeants Et légitimes en ce qui concerne pouvons nous amener la paix. Contribution. Mais écoutez, madame, ici, on va vous dire que l'État congolais a des centaines de milliers de dollars qui ne donnent pas, qui ne payent pas à la SNEL. Si nous sommes aux affaires, mais l'État en tant qu'entité juridique autonome va payer ses factures régulièrement et la SNEL aura les moyens de se développer. Mais si vous êtes un pouvoir, il y a l'électricité au palais du peuple, il y a l'électricité dans les cours des tribunaux, il y a l'électricité au palais de la nation, mais vous ne payez pas les producteurs et les vendeurs de cette énergie. Qu'en voulez-vous avoir comme résultat de cette société-là? C'est vrai, l'État est le seul actionnaire, mais il faut donner le moyen, il faut payer votre consommation, mais les pouvoirs en place préfèrent des dépenses de prestige, de voyages, de villes gentilles, au lieu de payer l'argent de la consommation. En tout cas, moi, je l'ai vu jusqu'à présent, un investisseur amené par le pouvoir en place, à part les Jean-Claude Van Damme que j'ai mis, qui n'a amené aucun million pour investir au Congo. Parlons du projet 145 territoires. Comment est-ce que vous trouvez ce projet? Développement à la base. D'abord, madame, le développement lui-même, personne ne peut le refuser. Que vous soyez dans l'opposition, dans la majorité, dans la société civile, on ne peut pas refuser que le pays soit développé. Mais seulement, la gestion de l'État ne se fait pas comme une gestion familiale. Tout se planifie, tout est budgétisé et tout est contrôlé pour avoir des résultats. Je constate que depuis que le pouvoir ici est installé, il nous a amené, ça c'est le énième projet. Nous avions commencé avec le projet 100 jours, où le cabinet du président de la République a se géré ce programme. Il a été soldé par quoi, madame? Des détournements et des procès qui se sont suivis. Malheureusement, tout le monde qui a été arrêté est aujourd'hui dehors, la poudre aux yeux. Nous avions connu le projet Tchilégelou. Vous aviez suivi Félix Tshisekedi à Mbujimaï. Il est parti à Mbujimaï. J'ai encore ces déclarations. Il dit ce que j'ai vu ici, à mon retour à Kinshasa, il y aura des sanctions sévères parce qu'il a constaté qu'il y avait une exécution totale. Mais depuis qu'il est rentré, c'est vous qui êtes journaliste, dites-moi quel est ce citoyen qui a été sanctionné. On ne voit aucun impact de ce qu'il a promis. Et vous avez, est-ce que vous avez la conviction qu'il y aura quelque chose qui va se faire dans ce projet de 145 territoires qui n'a connu aucune planification? Vous avez le budget de l'État qui doit budgétiser toutes les dépenses. Quand je regardais ce budget, je n'ai vu aucune rubrique sur le financement des 145 territoires. Donc je crois que c'est une tentative de saupoudrer l'opinion publique et rien ne va se faire avec ce pouvoir qui n'a fait que chose. Mais nous proposons qu'un pouvoir légitime soit la tête du pays parce que, madame, le plus important dans une république... Cela devient une chanson. Non, mais ça peut demeurer une chanson tant que ça ne s'est pas encore réalisé. Parce que vous savez, l'avantage d'un pouvoir légitime, c'est quoi? C'est le devoir de redevabilité. Quand on est élu par la population, par le peuple, on a un devoir de satisfaire à ses besoins. Parce que le destinataire final de l'action publique, c'est le peuple. Les dirigeants politiques sont des mandataires. On vous mandate pour nous représenter, pour gérer. Mais si on arrive au pouvoir par les moyens qu'on connaît proprement, en dehors du peuple congolais, on s'en fout de la misère de la population. On s'en fout de la souffrance. Nous qui, par notre métier, faisons l'intérêt du pays, mais si vous arrivez, si vous n'avez pas un cœur sensible, mais vous allez pleurer. La misère est partout. Je pose cette question d'un internaute qui estime que Lamuka, Martin Fayulu et Sidé font semblant de reconnaître les efforts de Félix-Antoine Tshisekedi pour le développement du pays. Et ces observateurs ont notamment évoqué la baisse du prix des billets d'avion. Ils ont évoqué quelques réalisations du président de la République, notamment les passeports aujourd'hui à 99 $. Ils ont évoqué. Est-ce vrai que vous faites semblant de reconnaître les efforts de l'actuel régime? Madame, ça, ce n'est même pas à moi de répondre, c'est à la population. Le passeport au Congo, pour l'en obtenir, le minimum, c'est 45 jours. Pour obtenir un passeport, vous devez faire 45 jours pour l'obtenir. Par rapport au prix. Mais qu'est-ce que le prix vient faire alors que le passeport lui-même n'est pas disponible? Deuxième chose, pour l'obtenir, vous devez dépenser plus de 250 $. Allez faire cet exercice aux affaires étrangères. D'ailleurs, chaque matin, quand vous passez là-bas... Il y a quand même des gens qui ont... Vous dites, vous êtes à côté d'une main, c'est quoi? Affirmé que c'est... Vous n'allez jamais... Non, vous n'allez jamais trouver moins de 500 personnes aux affaires étrangères. La souffrance a accru.
Quelle réalisation voulez-vous parler de Félix Tshisekedi? Devant vous ici, vous voyez comment l'avenir des Huiliers est totalement délabré. Mais de l'autre côté, sur les médias, on vous dit zéro trou. Mais quelle est la route qui reste praticable à Kinshasa? On a quand même aujourd'hui l'avenue Elengues qui est praticable et qui va se déverser vers Baïpas. Le Congo, c'est 2 345 000 km². Vous n'allez pas me citer une seule avenue. Alors que le pays a besoin que toutes les avenues soient réalisées. Ce sont des avenues sur combien qu'a compte la République? Allez sur la nationale numéro 1, numéro 2, numéro 5. Dans un état de délabrement très avancé. Mais Kinshasa devient impraticable, madame. Les avenues phares, comme Willeri, comme 24, comme Bokassa, vous ne pouvez pas passer. Il y a des trous, des nids de poules partout. Ça veut dire que on ne me citera pas un seul secteur que le pouvoir en place a réussi, à part un nombre de voyages. Mais en tout cas, pour l'intérêt du peuple, je ne vois aucun secteur. Vous êtes dans une démarche, tout ce que le régime Tshisekedi fait n'est pas bien. Mais à moins que vous me disiez ce qu'il a fait de bon. Moi, je n'en vois rien. Mais je dis, le Congo, madame, le Congo, c'est 2 345 000 km². Et vous me citez une seule avenue pour donner le bilan positif. Les exploits des réserves du pays. Non, les réserves du pays ne sont pas l'exploit de Félix Tshisekedi. Ce sont, les appuis budgétaires. De deux, non, la population doit savoir parce qu'aujourd'hui, on veut présenter les régimes en termes de gestion économique comme un régime surdoué. Non, il y a deux facteurs importants. Il y a la hausse, parce que nous sommes un pays fondamentalement exportateur des produits minéraux, les cuivres, les cobalt et j'en passe. Mais sur le marché international, les prix de ces produits minéraux sont sérieusement envolés. Aujourd'hui, on parle de tonnes de cuivre qui de 30 000 à 80 000 $. Vous connaissez quand même qu'on a oublié ça pendant un temps. International. Et quand Tshisekedi arrive, on parle quand même des réserves. Non, mais les prix de cuivre et de cobalt, ce n'est pas le gouvernement congolais qui fixe. C'est le marché international. Les appuis budgétaires du FMI et de la Banque mondiale, ce n'est pas l'effort interne. Et d'ailleurs, les retombées de tout ça sur le panier de la ménagère, est-ce que vous aviez senti un changement sur la vie de l'enseignant, la vie du fonctionnaire de l'État? Moi, je suis enseignant. Je n'ai jamais senti une augmentation. L'enseignant, dernièrement, il y a eu quand même des enseignants qui ont remercié le président de la République, non? Moi-même, je suis enseignant. Laissez-moi vous donner mon propre témoignage. Je n'ai pas vu l'augmentation d'un seul dollar dans mon compte. Si ce n'est que de la propagande, vous avez suivi des enseignants qui ont fait sortir les SMS qu'ils reçoivent. On nous a miroité ici qu'on a augmenté de 30% de salaire. Mais il n'y a rien. Mais moi, j'ai parlé aux enseignants qui ont quand même confirmé qu'il y avait quand même hausse. Mais madame, de plus de 20 000 francs, 30 000 francs, bien que ce n'est pas quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut en faire avec 20 000 francs? Pour quelqu'un qui touchait 50 000 et aujourd'hui touche plus de 500 000 francs, ça représente quelque chose. Mais il faut quand même reconnaître cela. Même si on reconnaissez quand même la bonne volonté de l'actuel président de la République. Madame, mais le marché a grondé. Il essaye quand même de faire quelque chose pour tout le monde. Les biens de consommation élémentaires ont augmenté de 100%. Qu'est-ce qu'on peut en faire même si on augmentait le salaire de 30%? Rien. On n'achètera rien. Un enseignant qui touche aujourd'hui 150 000 francs, est-ce qu'il peut louer même un studio ici à Kinshasa? Non. Comment il peut scolariser ses enfants? Comment il peut payer les transports? Comment il peut acheter les unités? Il y a la gratuité. Mais la gratuité, c'est le plus grand échec du gouvernement en place. Parce qu'on nous fait présenter la gratuité, mais nous qui sommes parents, c'est nous-mêmes qui supportons les frais scolaires de nos enfants. Plus de 3 000 enfants scolarisés. Est-ce que vous êtes informé qu'il y a grève partout? Vous êtes informé qu'à Lubumbashi, par exemple, il n'y a pas cours? Mais reconnaissez quand même qu'il y a des avancées en ce qui concerne la gratuité, maître. Alors, citez-moi si la gratuité est une bonne chose. Non. Si la gratuité... Non, je ne refuse pas le principe parce que c'est d'abord un principe constitutionnel. Ce n'est pas un cadeau de Félix Tshisekedi. Exactement. Mais il l'a mis en place sans aucune préparation. C'est comme l'état de siège. Donc, on se réveille un matin, on dit état de siège. On se réveille un matin sans aucune état de siège, planification. on en parle. Madame, messieurs, voilà, je dis que... ce dossier qui va nous permettre de parler de la situation dans l'Est de la RDC. Personnellement, mais aussi au nom et pour le compte de la génération Congo Nouveau, j'avais pris l'initiative d'adresser une correspondance au président de la République pour solliciter la suppression de cette date parmi ou sur la liste des dates à célébrer. Parce qu'à mon sens, je pense que c'est une date qui n'apporte rien aux Congolais, rien de bon. Au contraire, c'est une date qui nous rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Alors qu'on pensait être libérés, comme on les prétendait à l'époque par les gens de l'AFDEL. Et on s'est rendu compte que nous étions par contre
envahi par les étrangers. Donc c'est à l'occasion de cette entrée de l'AFDEL qu'il y a eu importation des étrangers dans notre pays. Donc je pense que c'est une date. On a écrit au chef de l'État. Quand on écrit à une autorité, on ne doit pas être pressé. Nous sommes patients. On finira par faire supprimer cette date du 17 mai. Ça ne nous rappelle rien du tout. Vous avez écrit au président de la République, justement, pour qu'on puisse supprimer la célébration de cette date. 17 mai 87, 97, pour vous, libération, il n'y en avait pas? Non, il n'y a pas eu libération. Il y avait déjà une date pour célébrer nos militaires, nos vaillants FARDC, à l'époque phase. Alors, quand l'AFDEL est arrivé, l'AFDEL avait mis et sa date là, et celle de la célébration des militaires continue à exister. Mais c'est seulement quand les choses commençaient, les taux commençaient à se resserrer contre le pouvoir de Kabila Joseph, qu'ils ont joué au malin pour dire que non, c'est pour célébrer les FARDC. En réalité, c'est toujours pour célébrer l'AFDEL. Alors moi, je pense que le président, au moment opportun, doit se référer à la date qu'il y avait sous les maréchals. C'est celle-là qu'il faut remettre. Parce que ici, pour célébrer les FARDC. Oui, ici, quelque part, on continue à se faire berner pour dire qu'on était libéré alors qu'on ne l'était pas. Hier, la province du Katanga s'appelait Katanga. Curieusement, aujourd'hui, au Japon, on l'appelle Grand Katanga. Moi, je comprends bien. Peut-être vous, quand vous poserez vos questions, quelqu'un peut avoir une autre sentiment. Pourtant, la logique simple serait que ce qui était grand quand c'était mietté, ça devient petit. Les gens sérieux devaient s'interdire des raisonnements comme ça. Lorsque vous avez une idée comme ce téléphone, vous le prenez pour le briser, et vous le prenez un morceau, vous dites que vous avez un grand téléphone. Je partage comme ça. Parce que ce n'est pas normal que cela soit conçu par les gens qui ont la tête de ce et surtout l'intérêt de la République. Aussi, ce qui me rend malade sur cette question spécifique, c'est que aujourd'hui, que Laurent Désiré Kabila, fils du Qatar, a bravé toutes les difficultés pour libérer ce pays et prendre le pouvoir. Ce jour est solennel. Il se trouve dans la mémoire des citoyens congolais de toutes les provinces. Ce jour est décrété chômé à mémoire de cette révolution. Ce jour est décrété payé. Mais c'est aujourd'hui, ces jours-là, que les Katangais, parenthèse, décident de se réunir pour se réconcilier. Alors que tous les Congolais sont en train de fêter la libération de Laurent Désiré Kabila, fils du Katanga, a donné à la République. Moi, je ne comprends rien. Maître Laurent, 17 mai, c'était une journée chômée payée en République démocratique du Congo pour célébrer le soldat congolais. Mais Camille Richard Kalele, président de la GSN, estime qu'il c'est plus important de célébrer cette date. Merci beaucoup, madame. Je crois qu'il y a des analyses à faire là-dessus. Lesquelles? La première, c'est que le 17 mai, on ne peut pas célébrer l'armée nationale. Parce que c'était la défaite de l'armée nationale. Ah, vous êtes d'accord avec Camille Richard Kalele? Non, je vais revenir sur le deuxième point. Mais je note sur le plan étymologique. Le 17 mai, c'est la victoire de l'AFDEL contre le pouvoir de Maréchal Mobutu. Et en termes de la légalité, le pouvoir qui était régulier, c'est le pouvoir de Maréchal Mobutu. Bien que tous étions déjà fatigués de sa gestion parce que les aspirations du peuple étaient vers la démocratie. Or, lui, bien qu'il était déjà affaibli, il s'est cramponné sur la dictature comme un mode de gestion de la République. Donc il n'y a pas eu libération. Donc, pour nous, non, il y a eu libération, mais on ne peut pas
Il y a eu libération, célébrer l'armée, parce que c'était la défaite de l'armée nationale, parce que l'armée de Mobutu qui était l'armée régulière. Et donc, s'il faut célébrer la libération, parce qu'on a été libéré de la dictature, bien que lui-même, Laurent Désiré Kabila, en arrivant, il nous ramène encore la dictature, parce que jusqu'à sa mort, il n'a pas voulu organiser les élections. Donc, ce jour-là ne peut être ni le jour de l'armée nationale, parce que c'est l'armée nationale qui a été défaite, en considérant que c'est l'armée de Maréchal Mobutu qui était l'armée loyaliste, qui a été défaite. Donc, c'est la victoire de la FDL contre l'armée nationale qui était en place. Est-ce que c'est le jour de la libération? Mais on ne peut célébrer la libération que si le pouvoir qui arrive nous amène, lui, la démocratie. Or que le pouvoir de Mouzé n'a pas été démocratique. Cela ne nous empêche pas de louer quelques prouesses, parce que Mouzé, en arrivant, nous a quand même amené cette discipline ici dans la ville de Kinshasa. Mais dire que Mouzé est arrivé avec la démocratie, alors que jusqu'à son assassinat, il n'y avait aucun procès électoral, les opposants ont été jetés en prison. Je crois que c'est une date. Quel est le deuxième aspect? Mais le deuxième aspect des choses, c'est que il faut que nous honorions notre armée. Donc, si de façon conventionnelle, on choisit une date de façon oisive, que ça tombe le 17 ou une autre date, que nous voulons, parce que notre armée, madame, paye le plus lourd. Il est au front pour nous défendre, pour défendre notre intégrité nationale. Il est blessé, il est mort. On le voit ici à Kinshasa, comment il mendie après avoir été blessé à l'Est. Pourtant, c'est une armée qui fait un grand travail. Et voilà comment trouvez-vous la proposition de Kalené Richard Kalele qui estime qu'on doit reprendre la date que Mobutu avait fixée pour célébrer l'armée? Oui, mais la date a toujours été une symbolique. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement rentré sur la date de Mobutu. Vous voyez, par exemple, à un moment donné, sous Kabila, nous avions vaincu le M23. Ce sont des dates symboliques comme celle-là qu'on doit dédier à l'armée pour promouvoir son émulation, pour dire que ce jour-ci, vous aviez démontré à la nation entière, vous avez démontré au monde que vous êtes capable, malgré les difficultés, de faire défaite à l'ennemi. Donc, on peut choisir une date où l'armée a vaincu une mutinerie, où l'armée a vaincu une rébellion, comme une date symbolique pour que l'armée se soit honorée. Parce que si nous sommes encore intègres, ce n'est pas seulement notre force en tant que peuple, mais parce que nous avons une armée qui a la conscience qu'elle va défendre la nation et l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême, malgré les trahisons de beaucoup de politiciens. Vous le savez très bien, le 17 mai, ouverture dans le Haut-Katanga du Forum de réconciliation. Maître Laurent, quelle est votre analyse de ces assises-là? Le Katanga aujourd'hui, donc tous les Katangais se sont retrouvés autour d'une table pour parler réconciliation. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Vous savez que notre pays est aujourd'hui sérieusement menacé par la balkanisation. Et ça, le président Martin Fayulu, par exemple, ne l'a cessé de les décrier, parce que les signaux que nous voyons à l'est du pays, où on tue les gens pour les remplacer par d'autres, pour que les autochtones fuient, c'est un signal qui démontre que nous sommes à un moment où on ne peut pas être distrait. Nous devons être unis. Alors, l'unité nationale demande aussi l'unité provinciale. Donc, je ne suis pas, par principe, opposé à ce que chaque population soit ensemble, si c'est pour la bonne cause. Mais si on s'unit pour des idées noires, qu'on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants, c'est à la justice de faire son travail. C'est au service de sécurité de faire son travail. Mais si c'est pour promouvoir l'unité des fils et filles, parce que on ne peut pas se réclamer congolais sans avoir des souches tribales. Mais chacun de nous appartient à un territoire, à un village. Vous avez suivi la sortie médiatique de Eddie Kapand, qui estime que ce rapprochement-là, pour lui, ce sont des personnes qui sont à la base de cette situation entre Katangais. Je pense que s'il y a des gens qui doivent se taire dans ce pays, c'est notamment les Eddie Kapand. Parce qu'ils ne doivent pas avoir été fiers, être l'aide de camp du président public, même s'il chante son innocence, encore qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il reste condamné. Il a bénéficié juste d'une grâce présidentielle, mais il n'est jamais parti en justice pour qu'on révise les procès s'il a des éléments. Donc, tout en étant aujourd'hui comme auteur du meurtre d'un président de la République à fonction, lui, il n'a pas de leçon à donner. Dans un pays normal, lui ne peut pas faire de communication de nature politique parce que jusqu'à présent, son casier judiciaire reste noirci. Il a juste obtenu le pardon. Les jours, comme Simon Kimbangu l'a fait après sa mort, on a révisé son procès, on l'a reconnu, on l'a renvoyé aux fins de toute poursuite judiciaire. Si M. Kapend estime qu'il dispose des éléments pour démontrer qu'il n'est pas coupable,
qu'il ait d'abord obtenu la révision de son procès avant de donner les leçons. Parce et comment voyez-vous cette sortie un président reste un président. Mais j'ai considéré ça comme une demande d'emploi parce qu'il parle de la loyauté à Félix Tshisekedi, il parle que... Demande d'emploi. Non, mais parce qu'il dit qu'il restera loyal. Loyal encore parce que tu n'as aucune fonction que tu exerces. Je crois que c'est une demande d'emploi, mais un militaire ne peut pas faire une demande d'emploi. Ça, c'est un domaine strictement sécuritaire. Il appartient seul au pouvoir d'évaluer les capacités morales, physiques, mais lui... Est-il permis de faire des conférences de presse? Non, mais c'est anormal, c'est anormal. Je ne sais pas, je n'ai pas encore eu le jugement de sa condamnation. Si on l'a déchu, on l'a radié de l'armée, mais si on l'a radié de l'armée, donc il n'est plus militaire. Mais s'il est encore dans l'armée... Hein. Oui, parce que généralement, quand on vous reconnaît coupable de telles infractions, on vous radie de l'armée. Hein. Alors, si lui, on ne lui a pas radié de l'armée, il est libre de parler parce que c'est un citoyen. Mais sur le plan moral, il ne doit pas être fier d'avoir été l'aide de camp et connaître la mort du président dont lui est censé sécuriser. Et il doit s'interdire de ce genre de communication que d'aller peut-être faire des travaux champêtres. Certaines personnes estiment que ces assises de réconciliation entre Katangé, c'est un rapprochement entre Joseph Kabila Kabange et Moïse Katumbi. Êtes-vous d'accord? Oui, mais je ne peux pas confirmer ou infirmer, d'autant plus que je ne dispose pas des éléments, mais en termes de principe, comme je l'ai dit, toute rencontre, la fraternité, l'amour entre nous, c'est quelque chose qui doit être quotidien. Si les gens de Bas-Congo veulent être ensemble pour développer la province, si les gens de Kasaï central, si les gens du Sankourou veulent être ensemble pour éviter des querelles. Et comment voyez-vous cela sur le plan politique? Parce qu'il ne faut pas toujours mettre de côté ces plans politiques, parce que ce sont quand même des candidats, des poids lourds dans la politique, selon sur le plan politique, c'est trop sectaire. C'est trop sectaire parce que je ne veux pas qu'on ait la promotion de l'amour dans la province et non dans le pays. Je ne veux pas qu'un Katangé aime plus son prochain Katangé que l'autre Congolais. Je crois que la quête pour tout citoyen responsable, pour tout républicain aujourd'hui, c'est la réconciliation nationale. Nous devons tous être unis, qu'on soit du Kasaï, qu'on soit de Katanga, c'est l'unité du pays qui fera le développement du pays. Parce qu'on ne doit pas aujourd'hui chercher le développement du Katanga pour laisser les Sankourou en vieillesse. On ne doit pas promouvoir le développement de Kinshasa pour laisser les grands bandes. Non, nous devons faire la promotion de toutes les valeurs nationales parce que ce que nous voulons, ce n'est pas la promotion ou le développement d'une province, mais le développement de toutes les provinces. Ce que nous voulons, ce n'est pas l'unité d'une province, mais l'unité des Congolais, surtout au moment où nous faisons face à des menaces extrémistes. Croyez-vous à la sincérité de ces assises? Bon, c'est la fin qui détermine le moyen. Madame, Messieurs, place à présent au troisième dossier de votre magazine. Les opérations menées par les forces armées du 1er au 20 mai en cours pour traquer les ADF dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au site d'Irumu et en territoire de Mombasa sont à la hauteur des attentes de la population itourienne. 19 de ces terroristes, dont l'un de leurs chefs, ont été neutralisés, 21 autres capturés et plusieurs munitions de guerre récupérées par le FRDC sous l'impulsion du général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel de FRDC en Ituri, accompagné du général Mugisa Moulek, commandant Axe, commandant Luna. Au moins, pas sur la même ligne de Makayanga. Parce que pour qu'ils aient des problèmes, alors on va la contrôle et commandant. À l'issue de ces opérations en profondeur, 12 localités sont passées sous contrôle de l'armée régulière, dont la puissance des faits a également permis la libération de 67 civils pris en otage par les ADF, parmi lesquels le chef du village Kosa Kosa. Suite à ces exploits, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri, appelle la population à continuer de faire confiance au FRDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené les opérations depuis le 1er au 20 mai 2022 contre les ADF et leurs alliés en territoire d'Irumu et Mombasa. À l'issue de ces opérations, les forces armées ont récupéré plus de 12 localités jadis occupées par les ADF. 19 éléments des ADF MTM ont été neutralisés, parmi lesquels un commandant de ces mouvements terroristes. À cela s'ajoute 21 autres ont été capturés par les forces armées sur le champ de bataille. Et 67 populations civiles ont été libérées. Pour consolider les acquis de ces opérations menées en cette période de l'état de siège, le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, demande à sa population de faire confiance aux forces armées
car notre détermination et engagement de neutraliser ces ADF, cela se renouvelle tous les jours en cette période de l'état de siège. Pendant ce temps, des patrouilles de combat motorisées sur la RN27 et RN4 sont constamment organisées par les forces loyalistes, question d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. En outre, dans de grandes agglomérations en territoire de Djougou, Mahagi et Irumu, la vie a repris son cours normal depuis plusieurs mois. Des acquis de l'état de siège sous le leadership du lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri. En provenance de Kinshasa, où il a pris part au séminaire sur l'éthique et déontologie des officiers des FARDC, présidé par le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny a, au cours d'un message lancé à tous les militaires, annoncé l'application de l'opération Tolérance Zéro au sein des forces de défense et de sécurité afin de redynamiser la discipline au sein des unités engagées dans les opérations. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, je crois que le langage le plus fort, n'est-ce pas, ou le plus dur que le chef de l'État a tenu, c'était ici à Bunia, à propos de l'armée. Parce que nous sommes arrivés, nous avons fait une évaluation, nous avons vu ce qui s'est passé en réalité ici. Nous avions des brebis galeuses ici chez nous. Nous avions des gens qui cachaient les effectifs alors qu'on n'en avait pas. C'est vrai que nous sommes en train, aujourd'hui, on est en train de monter en puissance, on nous amène des effectifs petit à petit. Ça c'est un. Et on a vu aussi que dans cette insécurité, il y avait des militaires, il y avait des officiers qui étaient dans cette insécurité-là. Vous avez vu à la dame avec les officiers que nous avons exposés là-bas. Moi, je vais faciliter, donc ces gens, ils vont venir demain, je vais les accueillir, je vais leur donner les moyens. Mais moi, je vais continuer dans mon travail. Mais je dis encore à tous ces groupes armés, c'est encore une main tendue du commandant suprême, président de la République, chef de l'État, qui voudrait, n'est-ce pas, que tous ces Congolais-là, ceux-là qui sont peut-être un jour mal comportés, qui reviennent vers la patrie. Avant de quitter l'aéroport de Bunia, où il a atterri dans la matinée de ce mercredi, l'autorité provinciale a tenu une réunion du comité provincial de sécurité. L'objectif visé, tabler sur la situation générale de la province de l'Ituri, où les forces armées de la République démocratique du Congo sont à la poursuite des forces négatives en territoire d'Irumu, Djougou, Mambasa et Aru. Le retrait de troupes ougandaises. Je crois que vous voulez parler du tweet qui a été fait par le chef de l'armée, donc le fils du président Museveni. Il a fait 2 tweets. Dans un premier tweet, il a dit effectivement qu'il y avait les opérations suivant le calendrier et l'accord qui a été convenu devraient durer 6 mois. Il restait 2 semaines et que dans cet ordre-là, il pensait que les opérations pouvaient se terminer. Mais lui-même est revenu pour dire, voilà, que les opérations se termineront lorsque les 2 chefs d'État décideront. Parce qu'en réalité, il y a eu des raisons dont on a déjà longuement parlé ici, qui ont motivé les opérations militaires entre l'armée nationale, la nôtre, et l'armée ougandaise, dictées par une menace commune, celle des ADF qu'on devait combattre comme on combat le terrorisme partout, de manière conjointe et à synergie. Au bout des 6 mois, il y a eu certes des avancées, mais avant qu'on ait décidé de mettre fin à ce qui avait été convenu, je crois qu'il y a des réunions des états-majors, le général le dira mieux que moi, il y a des réunions des états-majors qui permettent d'évaluer la situation et les degrés d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer, les militaires vont dire, là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ougandais que du côté congolais des points focaux. Ils vont faire rapport au commandant suprême des 2 États qui pourront se dire, bon, écoutez, là, nous pensons que nos armées peuvent s'arrêter là, ou nous pouvons décider que nos armées continuent. Et donc, pour l'instant, il est prématuré de dire si les choses se feront de cette manière-là, parce qu'il y a, à mon avis, les processus qui veulent que les états-majors se réunissent, qui veulent que les états-majors fassent rapport au commandant suprême et que ceux-là, à leur niveau, décident, parce que c'est finalement eux qui décident de l'engagement de l'armée, exactement comme il a dit dans son 2e tweet. La représentation nationale vient une fois de plus de proroger l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Maître Laurent, comment est-ce que vous trouvez les réalisations ou
ce que fait l'armée congolaise pour restaurer la paix dans une partie de l'Est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Madame Noëlla. Vous savez que notre pays est confronté véritablement à une menace à l'Est de notre pays et ça demande des choix judiciaires pour combattre cette insécurité. Nous, au sein de l'ECD, nous avons l'avantage d'avoir un député national qui est natif de Goma. Je cite l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, qui régulièrement, lors de ses missions parlementaires, nous fait état de la situation désastreuse qui se passe à l'est du pays. Donc, le choix de l'état de siège, voulais-je dire, n'a pas été un choix réfléchi. Parce que maintenant, là, la population peut quand même se réveiller et dormir en paix, non? Même si on continue à tuer. On ne continue pas seulement à tuer, mais les tueries ont augmenté par rapport à la gestion du gouvernement civil. Donc, ça veut dire que la tactique qui a consisté à mettre en place cet état de siège, justement pour museler la population, pour réduire. Mais actuellement, on a plus des villes mortes comme avant l'état de siège. Ce n'est pas une preuve que quand même la population. Mais justement, c'est ça la crainte. Comme les actions menées dans le cadre de cet état de siège. Non, mais il faut lire l'ordonnance de M. Tshisekedi. Cette ordonnance réduit sensiblement les libertés des citoyens. Pendant l'état de siège, vous ne pouvez pas manifester, vous ne pouvez pas faire un certain nombre de déclarations. C'est pourquoi cet état de siège a muselé la population. Elle ne sait pas s'organiser, elle ne sait pas tenir des réunions pour prendre une position commune. Parce que l'état de siège, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la gestion du pays par les forces armées, c'est aussi la réduction sensible des droits et libertés. Parce qu'on mesure la nécessité ou l'efficacité d'une opération, c'est par rapport aux résultats. Or, les résultats sont désastreux. Si on tuait pendant la gestion de l'État par le pouvoir civil 10 personnes, aujourd'hui nous sommes en 20. Alors, l'état de siège n'a pas été au rendez-vous, n'a pas été une solution appropriée. Voilà pourquoi plusieurs fois vous avez vu le député natif de l'Est du pays sortir de la salle parce qu'ils estiment et sont les aspirations du peuple sur place. Ils sont en contact permanent. Plusieurs bastions ont été récupérés par l'armée congolaise, non? C'est une preuve que ça va. Il y a quand même espoir d'espérer que l'état de siège va produire de fruits attendus. Non, madame, pourquoi aujourd'hui M. Tshisekedi estime qu'on doit mettre en place une réunion pour mettre fin à l'état de siège si c'était un succès? Si c'était un succès, on allait voir qu'on continue avec l'état de siège. Mais c'est ce qu'il a annoncé, vous l'aviez suivi dans l'élément qu'on a suivi précédemment. Non, il dit qu'il va évaluer, évidemment, parce qu'il a subi beaucoup de pression de la part des élus locaux. Il n'y a pas de résultat escompté par rapport à cette opération qui n'a été qu'un désastre pour le pays. L'état de siège ne sera levé que lorsque la paix sera restaurée et il reste déterminé à restaurer la paix dans ce coin. Or, l'état de siège dont il est question ne connaît pas des avancées sur terrain. La population continue à mourir. Il ne s'est jamais passé 48 heures sans que vous entendiez qu'on a égorgé autant de citoyens. Alors, à quoi nous sert empêcher les citoyens à vaquer librement? Non, mais c'est à tout moment que vous avez des rapports. À tout moment que vous avez des rapports. Dernièrement, vous avez suivi à Djougou. Plus de 50 personnes ont été égorgées. Est-ce que c'est un succès qu'on tue autant de femmes, autant de citoyens libres? Non. Je crois que l'essentiel dans notre pays, ici, pour juguler la crise à l'Est, le président Martin Fayulu l'a dit plusieurs fois, équipons notre armée. Ne faisons rien par précipitation. Extirpons de notre armée ceux qui nous trahissent. Parce que nous avons pas des opérations de mixage, par l'opération de mutualisation avec les groupes armés, on a infiltré beaucoup d'étrangers et on sait que les pays voisins jouent beaucoup sur ça. Nous devons mettre fin à ces différentes coopérations interfrontalières avec les pays qui nous agressent, de telle sorte que notre armée fasse le travail sans trahison et nous allons vaincre l'ennemi. Parce que par le passé, on a déjà démontré que le Congo était capable, s'il est bien équipé, si les militaires sont bien moralisés, de faire le travail. Vous n'avez pas nécessairement besoin. Même l'Ukraine qui est envahie n'est pas en état de siège. Laissons les gens vivre librement parce que la liberté, c'est quelque chose de très fondamental. Laissons les gens libres vivre librement. Mettons fin à l'état de siège qui a été un échec puissant, qu'on revienne au gouvernement civil et notre armée va faire son travail librement. Mais que dire aujourd'hui de cette population-là qui, lorsqu'elle s'exprime, les habitants de ce coin saluent quand même cet état de siège? Ah, mais ils sont salis, et ils saluent l'intervention des militaires. Vous savez, quand vous êtes entouré par la presse militaire, il y a des déclarations que vous avez peur de faire. Alors nous, ce ne sont pas les déclarations médiatiques de gens interviewés par les militaires qui nous impressionnent, mais c'est que la véritable population sur le terrain vit. J'ai donné ici
le nom de l'honorable Kaseko, oui, qui est un député élu sur terrain. Qui est membre de votre parti mais politique. qui représente l'opinion publique locale. En tant que membre de l'ECD, l'honorable député, ce député national, peut dire la vérité ou peut parler en faveur de l'actuel pouvoir? Est-ce que vous pensez que pour nous, l'ECD, pour nous, la Mouka, la paix ne nous intéresse pas? Si aujourd'hui cette opération avait produit la paix, nous, c'est le début, ce n'est pas parce que l'opération a échoué, c'est dès le début que nous avions dit que Félix fait toutes ces opérations sans planification. Et qu'est-ce que le député national dit est vrai? Mais parce qu'il aime sa population, il a été élu et il veut le bonheur de ce peuple. Et parce qu'il y a des rapports sur le terrain. Vous êtes un grand média, je suis dans votre propre média, vous relayez comment les gens sont tués à l'est du pays. Et face à cette situation, il faut chercher une solution idoine. Oui, les gens continuent à être tués, mais on estime que le nombre de morts, c'est vrai que perdre même une personne seulement, c'est pas intéressant parce que la vie est sacrée. Voilà oui, on ne peut pas encourager aujourd'hui. Mais il y a des membres de la société civile du coin qui affirment aujourd'hui que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont tués, mais pas comme c'était avant l'état de siège. Vous savez, madame, parce que l'opinion ne maîtrise pas ce que c'est l'état de siège. Je l'ai dit tantôt, l'état de siège, ce n'est pas seulement la gestion du pays ou de la province par l'armée. C'est la suspension des juges civils par les juges militaires. Et nous qui sommes en contact avec nos confrères qui œuvrent sur le terrain, on vous dit que les juges militaires ont du mal, par exemple, à maîtriser la procédure civile. Ça pose énormément de problèmes. On vous dit que la démocratie ne respire pas parce que vous êtes empêché de vous réunir. La liberté a un prix. Il faut que les gens vivent. Il faut que les gens manifestent. Le parti politique qui vit dans le coin, nos militants de l'ECD ne peuvent pas manifester des réunions publiques. Ils ne peuvent pas revendiquer ce qu'ils veulent parce qu'on les bâillonne. Et pour parce qu'on les empêche. Il faut le plus rapidement possible lever l'état de siège, laisser le gouvernement civil, la vie redevenir normale. Et cela n'empêche pas l'armée à traquer les rebelles. Est-ce que, parce que la vie est devenue civile, que les militaires ne vont plus faire le travail? Qui vous a dit que pour qu'il y ait les traques des rebelles, les traques des mouvements voisins, l'attaque de IDF et consorts, il faut un gouvernement militaire? Le gouvernement civil est là. Quand nous avions défait les M23, on avait l'état de siège. Ça n'empêche pas l'armée de faire son travail. C'est constitutionnel, non, l'état de siège. Mais l'état de siège, c'est constitutionnel, mais il faut choisir, il faut planifier. Chez nous, on n'a rien planifié, on s'est levé un matin. Normalement, vous pensez qu'il n'y a pas eu de planification? On n'a pas planifié. Il y a des visées politiques derrière cet état de siège. Et quelle visée politique? Mais nous apprenons par exemple qu'il était question, et ça on l'a entendu pendant la campagne électorale, qu'on devrait revenir de deux tours des élections un tour de l'élection présidentielle à un tour. Non, de un tour à deux tours pour faire fonctionner la démocratie. Or, vous savez que pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser la Constitution. Alors, on bloque notamment cet état de siège pour empêcher qu'on initie la procédure de révision de la Constitution pour qu'on ait... C'est ça la motivation de l'état de siège? Notamment cette motivation. Je l'ai dit, la première motivation, c'est pour empêcher la démocratie parce que vous savez que c'est une partie où la population a totalement repris conscience. Il y a beaucoup de mouvements citoyens qui font pression pour que la vie redevienne normale. Et on les empêche désormais d'exécuter ce travail, mais aussi s'empêche à ce qu'on ait cette révision constitutionnelle qui va nous permettre d'avoir des tours des élections présidentielles parce que la démocratie doit fonctionner. Nous ne voulons plus avoir un président qui est élu à la tête du pays avec 15%. Or, avec un seul tour, quelqu'un peut être élu président de la République avec 15% s'il a face à lui c'est que 12, 11, 8, 6. Et il y a une faible légitimité dans les chefs d'un tel dirigeant. Mais n'estimez-vous pas que la réponse aussi ou une autre solution, c'est d'abord évaluer cet état de siège, au lieu de lever? Oui, mais l'évaluation doit se faire à l'interne. Vous savez que l'armée elle-même n'a pas des organes d'évaluation. L'évaluation militaire et politique sont des évaluations différentes. Parce que l'évaluation politique, se fait sur base d'agenda, sur base de visées politiques. Mais les militaires, et qui sont techniciens sur le terrain, ils vont faire leur évaluation pour voir si ça avance ou non. Mais aussi, la meilleure évaluation, c'est écouter le peuple. Parce que tout ça est fait pour l'intérêt du peuple. Or, madame, il est un secret de polichinelle. Cette opération aussi a pour viser le pillage des ressources naturelles. Et qui pille ces ressources? Oui, mais c'est ce qui l'organise. Parce que vous la population, que le régime est en train de piller des ressources. La société civile, madame, n'a pas un œil regardant pendant cet état de siège. Je vous ai dit que et le régime dans en train tout de état de piller les ressources. C'est ça que vous voulez dire? Je voudrais affirmer ici ce que la véritable société locale affirme. Parce que pendant cet état de siège,
les mouvements citoyens, la société civile véritable ne sait pas convenablement faire le travail pour suivre les politiques publiques qui sont mises en place. Donc il y a des visées occultes que nous devons rapidement mettre fin parce qu'on n'a aucun intérêt à maintenir l'état de siège alors qu'il n'y a pas de résultats sur le terrain. Madame, Messieurs, prenons à présent un autre dossier et ce sera le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Il s'agit de la cérémonie de restitution de la mission de formation des formateurs à médiation communautaire dans le cadre du programme Paix et Sécurité de la CIRGEL. À en croire le président de la CIME, ces assises ont eu lieu au Rwanda. Selon l'imam Moussa Rachid, la CIRGEL tient à voir les médiateurs capables d'apporter la paix d'une manière pacifique dans les pays à problème. En effet, pour la CIRGEL, l'instabilité politique et les conflits au sein de ces pays membres ont une dimension régionale considérable. La promotion de la paix durable et du développement requiert des efforts concertés. Dans cette optique, le secrétariat général de la CIRGEL a mis en œuvre plusieurs programmes, parmi lesquels les projets régionaux sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Dans le cadre de ce projet, la CIRGEL a formé un pool de 28 médiateurs de haut niveau composé de 9 hommes et de 19 femmes de la région des Grands Lacs qui ont bénéficié d'une formation à Nairobi au Kenya du 27 au 28 juin 2016. Prenant la parole, le rapporteur adjoint de la CENI a montré le caractère important et capital de la formation de Kigali. Paul Mohindo n'a pas manqué de louer les efforts que la CIME fournit au processus électoral en cours en RDC. Nous sommes contents aujourd'hui de voir que la CIME également va procéder à une restitution des formations des formateurs. C'est pour dire que nous avons le même esprit. La CIME que vous représentez ce jour se veut donc un cadre d'échange des formations électorales et un dialogue permanent qui doit viser à gérer par la médiation les tâches électorales, comme je le dis avant, pendant et après les élections. Votre importance à période électorale dans notre pays, la RDC, n'est plus à démontrer car elle joue un rôle capital. C'est ainsi que la CENI compte énormément sur l'engagement de la CIME et de toutes les parties prenantes au processus électoral. Bien outillée à la taille du processus électoral en cours en RDC, la CIME attend jouer convenablement son rôle. Ces personnes vivant avec handicap trouvent anormal que l'examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale se fasse sans l'opposition ni le jeu 13 son initiateur. Tout ce qui s'est fait jusque-là exclut les personnes vivant avec handicap du processus électoral. Les informations qui nous parviennent disent que la proposition de loi sous examen à l'Assemblée nationale a été vidée de son contenu. Si celle-ci serait votée ainsi, elle va consacrer l'exclusion décriée par les personnes vivant avec handicap, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les personnes atteintes d'albinisme et les autres catégories de personnes non vulnérables. Quand l'achat de voix lors de la campagne électorale est validé, n'est-ce pas là consacrer l'exclusion des personnes vivant avec handicap, de femmes et de jeunes, ainsi que la corruption? Ces PVH disent représenter plus de 13 millions de Congolais et ne peuvent pas être exclus du processus. Elles demandent aux élus nationaux de revenir au bon sens. Nous, personnes vivant avec handicap, membres de la Fédération nationale des associations de personnes vivant avec handicap du Congo et les autres organisations de personnes vivant avec handicap partenaires à l'initiative IREV, demandons aux élus nationaux de revenir au bon sens, de vouloir mettre en place un cadre légal qui va tenir compte de tous les Congolais. Nous demandons aux députés nationaux de revenir sur les 30% de représentativité de personnes vivant avec handicap, de femmes, de jeunes, des peuples autochtones et des personnes atteintes d'albinisme sur les listes de candidats des partis et regroupements politiques tels que proposés par notre initiative IREV et les autres organisations de la société civile. La FENAFACO demande
à la commission PAJ de l'Assemblée nationale d'accepter la présence de ces experts lors de l'examen approfondi de cette proposition de loi électorale. Proposition de loi déjà à la commission PAJ. Maître Laurent, est-ce que vous êtes d'accord avec la déclaration de la FENAFACO? Nous sommes totalement d'accord, madame, parce que vous savez que le travail citoyen que notre mouvement politique, la MOCA, est en train de faire, nous avions mis en place un projet de loi électorale et nous avions souhaité à ce que toutes les parties prenantes se retrouvent autour de table pour lever les options fondamentales pour que les élections de 2023 ne ressemblent pas aux élections passées. Nous voudrions qu'à la proclamation des résultats des élections de 2023, que la personne qui va perdre les élections appelle la personne qui a gagné les élections pour les féliciter. Et le seul moyen pour y arriver, c'est la transparence du processus électoral. Parce que tout celui qui sera élu sur base d'une fraude électorale va passer son temps à des combines politiques et non à développer notre pays, et non à donner du bonheur au peuple congolais. Or, aujourd'hui, il y a un forcing. On a semblé ignorer notre demande. On appelle forcing parce que d'une part, il n'y a pas de répondant par rapport à notre proposition, qui d'ailleurs est en vigueur depuis 2019, que nous avions dit qu'il faut des réformes consensuelles. L'Assemblée nationale, parce que tout se décide là-bas. Le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale actuelle, c'est Alléluia, Amen. C'est une chambre... aussi sont dans Alléluia, Amen. Non, mais il y a une majorité de pacotiers qui a été formée en cours de mandat, ce qui n'est pas constitutionnellement admise. Et cette majorité qui a été huilée par des véhicules palissades et autres présents n'agrée que la chambre d'enregistrement de l'Union sacrée aujourd'hui. Donc il n'y a aucun débat à l'interne. Et ça, beaucoup de députés l'ont décrié. Même récemment, vous avez suivi. Le projet qui est en examen, c'est un projet qui émane du G13, qui, il faut le reconnaître, a consulté un grand nombre d'organisations politiques, même de la société civile. Nous n'avons pas été à 100% d'accord avec le G13, mais il faut admettre que les 18 innovations dont ils ont fait apport fait état d'un avancement sérieux en termes de transparence du processus électoral. Et à quel niveau vous n'étiez pas d'accord avec le G13? Mais c'est à la démarche d'examen de ces réformes. Parce que pour nous, nous savions qu'avec Mbosso à la tête de l'Assemblée nationale, avec les éléments de l'Union sacrée qui sont à tout moment huilés par les véhicules, comme je l'ai dit, ils ne vont pas accepter les débats, mais ils vont tout simplement agréer la proposition qui provient de leur bureau politique. Mais quand cette proposition de loi a été déposée, Mbosso n'était pas encore président. Non, mais ça date de très longtemps lorsque la coalition était assez c'est sous son avènement que ça s'examine. Et aujourd'hui, les G13 doivent nous donner raison, parce que sur les 18 innovations, on les a presque tous rejetés, on n'a retenu que 2 ou 3. Or, je vous donne un exemple, madame. Comment un pouvoir sérieux qui veut la transparence électorale peut refuser, par exemple, que les procès-verbaux soient publiés bureau par bureau? Pourquoi refuser? Parce que ça renforce la sécurité électorale. C'est ce qui permet à d'autres dossiers que le sort des élections, les journalistes donnent des tendances des élections parce qu'on sait compiler en privé les résultats des différents bureaux de vote. Or, le pouvoir actuel refuse. Le pouvoir actuel refuse qu'on sanctionne ceux qui seront tenus coupables de fraude électorale au niveau du directeur de la CENI. Mais si on ne va pas frauder les élections, est-ce qu'il est acceptable que l'on refuse les dispositions pénales renforcées contre les agents de fraude électorale? Donc, toutes ces conditions démontrent à suffisance. Est-ce que votre parti politique ou regroupement politique est d'accord avec la disposition des pères et des mères? Non, madame, il faut faire la part des choses par rapport à cette situation. Nous sommes d'accord que pour gérer la chose publique, pour être président public, il faut être congolais. Parce que si nous disons que quelqu'un qui est congolais, mais qui a sa maman qui est ougandaise, nous devons les chasser, il faut démontrer par le passé que si le Congo a connu des problèmes, c'est grâce à ce genre de citoyens. Or, ceux qui détournent l'argent de l'État aujourd'hui, ceux qui sont dans le programme de 100 jours, dans les Tchilé-Gelou, on ne nous a pas démontré qu'ils ont volé cet argent parce que leur maman était des étrangers. Donc pour nous, c'est un faux débat. Le débat normal ici, c'est le fonctionnement normal des institutions. Nous avons vu dans les rues de Kinshasa, comme dans certaines provinces, pour dire non à l'actuelle Commission électorale nationale indépendante. Mais c'est déjà parti avec la CENI, avec Kadima comme président.
vous exigez, et j'ose croire que jusqu'à ce jour, vous continuez à exiger la dépolitisation de la centrale électorale. Maître Laurent, est-ce que vous allez participer aux élections avec cette CENI? Déjà, je vous avoue que le boycott des élections ne fait pas partie de notre vocabulaire politique. Donc, il n'est pas question pour nous... Vous allez participer avec cette CENI? Non, la CENI de Kadima va partir, madame. Vous avez suivi dernièrement le président élu. Il va donner un mot d'ordre à la population. Qui va donner le mot d'ordre? Mais le président élu, il va donner un mot d'ordre à la population. Et la CENI de Kadima va partir? La CENI de Kadima va partir parce que... Et qui sera là? Kadima a été installé irrégulièrement. Et qui sera là? Les latinistes disent « fraus omnia corruptus ». La fraude corrompt tout. Quelqu'un qui est arrivé par la fraude... la population congolaise, par quel mécanisme vous allez faire partir Kadima? Mais madame, vous savez que la population congolaise a le droit de faire échec. Les aventures que Félix nous fait aujourd'hui, Kabila a tenté de nous faire en 2015, lorsqu'il a imposé à ce qu'à l'Assemblée nationale, il soit voté une loi qui obligerait un recensement collectif avant l'élection. Et la population sous le gouvernail de Martin Fayulu a marché et le Sénat a reculé cette vous pensez que c'est parce que la population souffre pour Fayulu? Soyez sincère, maître. Vous pensez que c'est parce que Fayulu avait donné le mot d'ordre? Mais madame, Fayulu représente aujourd'hui plus de 60% des Congolais qui sont derrière son combat politique. Parlons de ce temps-là. Parlons de ce temps-là. Mais c'est Martin Fayulu qui a fait appel à la population. Martin Fayulu qui a fait échec à cette démarche. Mais c'est Martin Fayulu qui a fait échec à cette aventure kabiliste avec la population derrière. Non, à l'époque, le vieux était très malade, vous le savez. C'est Martin Fayulu qui a... Il était malade, mais il donnait des mots d'ordre. C'est Martin Fayulu. Quel est le poids de Martin Fayulu? Quel a été le poids de Martin Fayulu? Le poids de Martin Fayulu ne commence pas seulement avec les élections présidentielles. Vous savez que le charisme, la considération qu'il a vers le peuple, la non-transhumance, la constance de Martin Fayulu fait de lui aujourd'hui la référence de beaucoup de Congolais. Et comme il a promis, on va faire échec à ce projet de loi. Avant la Mouka, qu'est-ce que représentait Martin Fayulu? Mais madame, il faut suivre... Et combien de personnes étaient derrière Martin Fayulu? Il faut très bien suivre l'ascension de l'homme Fayulu. Et pour tous ceux qui l'ont côtoyé depuis ce temps, pour ses partisans, on a compris que nous avons quelqu'un, ce sont les genres de personnes qui ne viennent qu'une fois par siècle. Donc connaissez-vous parce que Fayulu dans la démarche de son mandat politique, dans sa demande de son... Non, il est comme il est là grâce au peuple congolais, pas grâce à un individu. C'est le peuple congolais qui lui a fait confiance face à son combat qu'il mène. Mais c'est pas parce que Katumbi, Mouzito, la Mouka l'a porté, c'est pas ça. Mais pourquoi on l'a porté, madame? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi on a porté Martin Fayulu? Je me rappelle d'ailleurs des mots que M. Félix a tenu à l'époque. Il dit, nous voulons le changement au Congo. Et le changement maintenant, c'est Fayulu. Pourquoi il a dit ça? Aujourd'hui, il a ce poids, la suite. Mais avant la Mouka, répondez quand même à ma question. Je recommence. Non, je commence avant la Mouka, qu'est-ce que représentait Martin Fayulu? Je vais répondre à votre question. Mais laissez-moi vous dire que pourquoi ses pères lui ont fait cet honneur. C'est par rapport à ses valeurs morales. Ne répondez pas à ma question par une autre question. C'est par rapport à ça. Vous êtes en train de dire que hier, jadis, lorsque Joseph Kabila et Kabonge étaient au pouvoir, Martin Fayulu avait fait échec parce qu'il avait donné le mot d'ordre à la population. Oui. Dites-nous le poids de Martin Fayulu avant la coalition Lamouka. Laissez-moi vous répondre à cette question. Allez-y. Est-ce que vous savez que Patrice Emery Lumumba était fonctionnaire, était agent à la Bralima? Donc l'évolution d'un homme politique, l'homme politique n'est pas populaire. C'est la vie politique qui lui permet d'atteindre un niveau quelconque. Je n'ai pas dit que Martin Fayulu est né populaire comme il est aujourd'hui, mais c'est l'évolution de ce combat politique qu'il a mis aujourd'hui à la tête de tous les sondages nationaux qui sont organisés de façon sérieuse. Par quel mécanisme Kadima partira? Mais la rue va faire partie de Kadima parce que la population ne veut pas des élections truquées. La population ne veut pas de la fraude électorale parce qu'en 2023, seule la vérité des urnes doit être au rendez-vous. Alors pour y arriver, il faut qu'on extirpe les gens qui sont installés pour atteindre cet objectif de fraude électorale. Et donc la population va se le respect de la Constitution, non? Bien entendu. Et lorsque vous, Joseph Kabila, pardon, pas Joseph Kabila, mais lorsque l'actuel président de la CENI partira, oui. Est-ce que vous tiendrez, vous allez encore exiger le respect de la Constitution? Mais notre souci, c'est lequel, madame? Parce que ces manœuvres ont été faites à dessein par l'Union sacrée. La loi a organisé que les confessions religieuses s'organisent pour sortir un candidat. Maintenant, les confessions religieuses, l'Église catholique, l'Église protestante n'est pas là au rendez-vous. Il y a M. Kamba qui invite d'autres confessions religieuses pour aller sortir un candidat sans que cette réunion soit organisée par le président qui fait office, l'Église catholique,
de cette composante de la société civile. Alors, cette façon de faire les choses est illégale. Oui, voilà pourquoi nous voulons mettre faire l'égalité. C'est déjà connu. Et la question est de savoir, vous voulez faire partir Kadima et vous allez exiger le respect de la Constitution. Par quel mécanisme la Constitution sera respectée si Kadima partait? D'abord, le respect de délais électoraux n'est pas négociable. Félix ne va pas transférer, vous voulez un dialogue? Non. Dites-nous clairement, c'est le dialogue que vous voulez? Nous ne voulons pas de dialogue, nous voulons des réformes consensuelles parce que les gages de la transparence électorale, ce sont les lois qui organisent. La loi électorale, la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la CENI, ce sont ces lois que nous devons nous mettre d'accord de telle sorte que les élections de 2023, à quoi servent d'organiser les nouvelles élections? Demandez le dialogue si c'est ce que vous voulez. Nous ne voulons pas... Avec une part de gâteau. Si c'est ce que vous voulez, les mots dialogue, nous, ce n'est pas ce vocabulaire que nous utilisons. Nous voulons des réformes. Et les réformes qui ne débouchent pas sur la gestion consensuelle du pays, mais pour les réformes, pour qu'on ait des élections crédibles en 2023. Merci beaucoup, Maître Laurent Ochumbe. C'est moi qui vous dis merci, madame. C'est la fin de ce rendez-vous de la semaine. Est-ce que vous avez un mot à dire à cette population qui est en train de vous suivre ce soir? Mais je veux dire à la population, et particulièrement aux milliers de militantes et militants de notre parti politique ICD, de la Mouka, ne cédez pas au laboratoire occulte, ne cédez pas au langage des parlementaires debout. Il faut suivre ce que vous dit le commandant du peuple Martin Fayulu, parce que son seul souci, ce ne sont pas les individus, mais il veut le bonheur du Congo. Voilà pourquoi, pendant la campagne électorale, il a sorti un programme qu'on appelle « Investir dans les citoyens » pour développer la RDC. C'est cet investissement que nous voulons, sérieux, et pour y arriver, il faut que nous exigions tous des réformes consensuelles, les seuls gages des élections crédibles. Faire autrement, comme veulent faire le pouvoir en place, c'est-à-dire organiser les élections de pacotille, parce que contrôle toutes les institutions qui sont chargées d'organiser les élections, parce qu'il n'a pas un bilan véritable à présenter à l'opinion, il faut faire échec. Notre pays connaîtra un avenir radieux en ayant les dirigeants légitimes au sein des institutions. Merci beaucoup, Maître Laurent. Permettez-moi de faire un pas en arrière. Vous envisagez, vous, la Mouka, un autre rapprochement et ce sera votre mot de la fin. Mais, madame, pour les prochaines élections, en un mot, parce que c'est déjà fini. Depuis le début de notre pays, depuis que le Congo est indépendant, aucun parti politique n'a gagné seul. Merci beaucoup, Maître Laurent. Sûrement qu'il y aura des alliances qui vont se faire. Merci, Maître Laurent Ochumbe. Mesdames, Messieurs, notre invité de ce soir, cadre de l'ECD, parti cher à Martin Fayulu, mais également membre de la coalition La Mouka. Merci de nous avoir suivis. Merci à Maître Laurent d'être passé dans Info 7. Merci beaucoup, madame. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas de nous envoyer vos messages, de nous envoyer vos questions. Je ne cesserai de le dire, Info 7, une émission de Congo Web Télévision, Info 7, votre magazine, Info 7, notre magazine. Surtout restez fidèles à la chaîne Haute Définition. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.